Une bonne partie d'entre vous, je le crains, va avoir une impression de répétition. Vous étiez à la visite ce matin et le bâtiment ayant peu changé entre ce matin et... Voilà. Pour l'archéologue du bâtiment, l'aventure sur la cathédrale de Tournai a commencé en 1995 dans mon cas, mais plus particulièrement à partir du passage de la tornade, dont on a ici un des effets secondaires. Vous avez là le résultat de la rencontre entre un pinacle tombé depuis la balustrade supérieure sur les couvertures des bas-côtés. La charpente du XVIIIe siècle s'est sacrifiée pour permettre à la voûte de recevoir le choc de manière adoucie. Cet incident s'est répété en 3 endroits et toute une série d'autres conséquences ont attiré l'attention sur le bâtiment, sur la nécessité de poser des gestes de conservation rapides et celle donc de mettre en place un échafaudage qui allait permettre, pour la première fois depuis longtemps, un examen archéologique fin, relativement fin, de la construction. Ça marche. Voici donc une vue d'ensemble, une vue aérienne qui nous montre la situation globale du chœur. Il est adossé au transept roman, même s'il comporte des voûtaisons gothiques, c'est encore un transept dans l'esprit roman, et il remplace surtout un chœur roman. Ce chœur a été disparu, mais son existence passée ne peut pas être mise en question. Il fallait déjà tout simplement contribuer l'énorme tour-lanterne dont la voûte, d'une épaisseur de 60-70 cm en pierre bleue, culmine à près de 45 mètres. On ne pouvait pas laisser cela sans un organe de contrebutement approprié, donc il fallait un véritable monument à côté. L'existence de ces chœurs romans a un impact aussi sur la stabilité. Ça veut dire que la moitié occidentale du chœur, construit à partir de 1242, a été installée sur des fondations romanes ayant déjà fait leur mise en charge et ayant donc un comportement tout à fait différent de la fondation neuve. Cette fondation neuve, M. de Matelin vous l'a présentée en détail. Il s'agit d'une sorte d'énorme fer à cheval qui est venu s'adosser donc à la construction romane. Et effectivement, ce fer à cheval a subi ses propres tassements et pour compliquer les choses, de manière asymétrique par rapport à l'axe du bâtiment. La structure générale du chœur, est-ce que vous voyez la souris? Oui, magnifique. Donc, un vaisseau central accosté d'un déambulatoire muni d'une chapelle d'axe. Ce qui semble être des chapelles rayonnantes n'en sont pas vraiment, ce sont des espèces d'amplifications de chapelles de déambulatoire. Il n'y a jamais eu d'hôtel là-dedans et il n'y a pas eu non plus les dispositifs habituels, piscine, lavabo, qui normalement signalent une chapelle en bonne et due forme. C'est donc un projet relativement modeste dans son dispositif, mais de proportions quand même assez considérables, 34 mètres sous clé, 55 mètres de longueur. C'est un chœur dit géant, comme on les aimait au milieu du XIIIe siècle et comme il s'en faisait, par exemple, à Amiens. Voilà. Une très belle coupe due à M. Thomas Commence, qui date déjà un peu des années 90, et qui nous montre bien la structure. C'est une structure tout à fait typique du gothique classique du milieu du XIIIe siècle, directement inspirée des modèles d'Île-de-France. Cela est dû notamment à la personnalité du commanditaire, l'évêque Gauthier de Marvie, qui était un proche effectivement de la cour de France. Les modèles ont été pris à Amiens, à Saint-Denis et à la Sainte-Chapelle de Paris, les grands chantiers phares du royaume à ce moment-là. L'affiliation est évidente et normale pour l'époque. Il s'agit pour un personnage de se situer dans le réseau de relations contemporains. Particularité de la structure, les contreforts sont intégrés à la composition interne du monument. Ils ne se manifestent pas dans la volumétrie extérieure avant de sortir du niveau des bas-côtés. Ce plan, en fait, a été emprunté directement à la cathédrale de Soissons, qui à ce moment-là était à peu près achevée. Cathédrale de Soissons, monument, je veux dire, injustement méconnu. Vu sa datation, il est d'une grande importance dans la compréhension du gothique classique au début du XIIIe siècle. Ce modèle, en tout cas à l'époque achevé et très abouti et très équilibré, a été globalement repris dans ses volumétries principales et simplement adapté en termes de langage décoratif, de langage architectural, aux normes les plus pointues du milieu du XIIIe siècle. Normes pointues au milieu du XIIIe siècle, ça veut dire légèreté et plus grande économie possible de matériaux, et ça veut dire aussi une très grande maîtrise des processus de construction.
On n'en est plus à tâtonner pour arriver à voûter une abside et à faire une jonction correcte avec les travées droites. On connaît maintenant les recettes, on en est à raffiner. Par exemple, le triforium se voulait vitré. Je vais y revenir un peu plus loin, mais il ne reste plus de ce projet que des petits quadrilobes, 2 par travée, mais à la base, tout avait été prévu pour qu'ils soient entièrement vitrés, suivant ça le modèle du chœur d'Amiens. L'ensemble se veut le plus désencombré possible et le plus léger, notamment au niveau des piliers du rez-de-chaussée. Ici, M. de Mathelin a anticipé, malheureusement, à cause de mon problème technique, le désencombrement a été quelque peu gâché par le renforcement des piliers. Cette coupe transversale, due à M. Sławomir Krzyżanowski, ici présent, je l'en remercie, permet de mieux montrer encore le dispositif. Ici, j'insiste sur la présence de ces culées qui sont intégrées au bâtiment. La double volée d'arc-boutant, on y reviendra un peu plus loin. Et pour le reste, des proportions tout à fait classiques. En fait, ce sont les proportions d'Amiens. Le niveau dominant, c'est les grandes arcades. Et le triforium et le clair-étage se partagent ensuite le reste à raison de plus ou moins 1 tiers, 2 tiers. Un peu plus, en fait, pour les grandes arcades. Petit détail amusant. C'est rose, ici, qui meuble les écoinçons. C'est un motif relativement rare, mais pas complètement... Enfin, ce ne sont pas des unikis. C'est un motif relativement rare, mais qu'on va retrouver notamment dans l'architecture normande du XIIIe siècle. En cela, il y a une espèce de continuité. Le parti du chœur, le parti de la nef et du transept roman étant, eux, clairement anglo-normands dans leur filiation. L'archéologue se penche sur ce genre de bâtiment avec les outils habituels. Il n'y a rien eu ici de très spectachulaire, c'est-à-dire analyse de l'appareillage, des éventuels coups de sabre et surtout construction, à l'époque avec M. Franz Dopperé, d'une typochronologie de la taille de pierre. Ici, c'est en gros le passage de la gradine la plus fine à un travail un peu moins soigné. Et puis pour finir, dans les années 1360-70, abandon de la gradine pour ce qu'on appelle en jargon la charrue, qui est donc un ciseau très puissant qui va dominer la fin du XIVe siècle et le XVe siècle. Dans le bassin carrier tournésien, quelques églises, dont l'église Saint-Jacques ici à Tournai, dont la construction est fort bien documentée par des archives miraculeusement conservées, permet de dater avec une précision tout à fait honorable ce changement d'outil. Le changement s'est fait sur apparemment une toute petite génération, donc dans les années 1360-70. C'est un de mes meilleurs marqueurs en fait pour faire la chronologie des renforcements du chœur dont on va parler. Voici le travail à la charrue sur la même moulure en fait. Enfin, le profil est exactement le même, l'effet n'est pas du tout le même. La gradine est un outil exigeant mais qui permet des finitions admirables. Ici sur la pierre de Tournai, on va jusqu'à 45 coups au décimètre d'une gradine de 25-26 mm de large, dont le nombre de dents, je n'en suis pas toujours sûr, 6, 7, quelque chose d'en tout cas extrêmement fin, en fait du luxe finalement. Et voilà par contraste la taille 19e siècle, puisqu'un nombre certain de nervures ont dû être refaites dans les chapelles rayonnantes entre guillemets au 19e siècle. Voilà la taille bien perpendiculaire, bien orthogonale, très égale à elle-même, toujours bien soignée, qui signale sans risque d'erreur les restaurations du 19e siècle avec le matériau. Le matériau, c'est le calcaire carbonifère, presque exclusivement dans ce bâtiment, sauf pour les voûtes, où là, on se partage entre la brique et la pierre blanche. Mais la pierre de Tournai a été abandonnée lors de la restauration du 19e pour la pierre de Mafle, ce qu'on appelle chez nous le petit granit ou la pierre bleue. Géologiquement, c'est en gros la même pierre, le comportement est similaire. Le petit granit est en quelque sorte un peu meilleur, il est moins sensible au gel, il est plus homogène, mais un grain un peu moins fin, il présente énormément de crinoïdes, donc des petites bébêtes de l'époque, et donc vous n'arrivez pas tout à fait au même fini. Ce qui fait que, c'est une incise, mais pour les restaurations à venir, nous gardons précieusement nos petits restes de pierre de Tournai pour les parties moulurées ou sculptées et celles qui seront proches des yeux du public, du visiteur. Le chœur roman, le voilà. Son fantôme, entre guillemets, a pu être repéré lors de l'analyse de construction du chœur gothique. De là, on a pu effectuer quelques sondages très ponctuels dans le chœur qui ont permis de déterminer son enveloppe, en gros, à ce niveau-ci. On a poussé un peu plus loin pour vérifier l'absence d'une chapelle d'axe, il n'y en avait pas.
Ensuite, il y a tellement de choses qui sont conservées du transept que le reste de la reconstitution se fait à peu près toute seule, sauf le point critique, le point essentiel, surtout dans ces années-là, on est dans les années 1120, la jonction entre les travées droites et l'abside, ce qui est un des grands points un des points de travaux, un des points d'expérimentation du premier gothique, puisque c'est les absides à tourner, vous les avez vues, celles du transept, sont parmi les plus anciennes à posséder à la fois un voûtement et un cléretage sur le même niveau. Mais donc nous avons ici l'emprise de la fondation et du raccord entre la fondation ancienne et la fondation nouvelle. En coupe, le transept se lie littéralement tout seul, la coupe du chœur se lie à peu près toute seule sur le bâtiment conservé, c'est-à-dire les deux tours orientales du transept et les piliers de la croisée qui sont conservés avec la tour lanterne dessus. C'était un projet, vous le voyez, ambitieux et qui rappelle étonnamment, de manière étonnamment proche, je veux dire le projet de l'an 1, c'est-à-dire pas avec le chœur rallongé, mais avec le chœur en abside. L'an 1 qui est postérieur, en fait, d'une génération à ce projet de zone orientale de la cathédrale romane. Autre source pour l'analyse de ce genre de bâtiment, d'habitude, c'est l'iconographie. Malheureusement, ici, les travaux ont lieu au XIVe, XVe siècle. Il est rarissime de posséder une iconographie un tant soit peu utilisable pour des périodes aussi anciennes. Voici de Winter, XVIIe siècle, inutilisable, même pour évaluer les travaux du XVIIIe siècle. Plus intéressant, des travaux préparatoires au grand tableau du siège de Louis XIV. Là, on a un très chouette dessin avant les grands travaux de simplification du XVIIIe siècle, qui ont dérasé les gables, dérasé les culées, qui ont simplifié en gros essentiellement la mise au ros du bâtiment. Là, on a tout le schéma en place. Vous noterez donc ces gables qui ont été restituées au XIXe siècle, des petits pinacles entre les gables et les têtes de culées munies de pinacles. La partie basse, là on ne voit que le sommet des chapelles latérales et ce qui de loin se prenait pour des roses, mais qui sont en fait les rosaces au sommet du fenestrage, d'un fenestrage classique. Autre vue plus intéressante, vue cette fois sur le flanc sud, ce qui est relativement rare. Le flanc nord qui est bien dégagé est toujours privilégié dans l'illustration de ce monument. On peut deviner ici l'impact des travaux du XVIIIe. On a enlevé la balustrade, remplacé le chéneau de la bâtière principale par un coyot, ce qui est beaucoup plus simple pour l'entretien et la mise au ros. Les pinacles ont disparu, soit par sécurité, soit par tempête, on ne saura jamais trop. Il n'est pas impossible que l'explosion de la poudrière de la citadelle en 1745, qui a propulsé les vitraux du chœur à travers toute la ville, ait aussi fait tomber les pinacles à l'époque. On a en tout cas une série de réparations ponctuelles aux voûtes qu'on peut dater du XVIIIe siècle d'après les matériaux employés et qui pourraient être la conséquence de ce regrettable incident. Il ne faut jamais stocker autant d'explosifs à proximité d'un monument. Le flanc nord, là aussi, avant la restauration XIXe siècle, on notera un petit détail intéressant, ce qui semble être un tirant transversal, reliant les culées entre elles au niveau de la batterie inférieure des arcs-boutants. Je dis bien semble, parce que ça se devine tout au plus sur deux gravures de l'époque, et toutes les culées ont été refaites au XIXe siècle à partir des bacs à neige ici. Donc, autant pour l'archéologue. Mais en attendant, on retrouve bien donc la leçon de la gravure précédente, c'est-à-dire disparition de la plupart des couronnements et simplification des parties hautes. Et voilà le projet de restauration du XIXe siècle, basé en partie sur l'observation du monument, en partie sur des gravures anciennes, mais malheureusement fort peu justifié. Ce projet est établi en 1840-41 par l'architecte Bruno Renard, et on sent bien que certains éléments lui manquaient. Le fenestrage, notamment, ne correspond absolument pas à ce qui a été réalisé. Il est beaucoup plus riche, en fait, ici, dans sa forme, et ce n'est effectivement pas le fenestrage qu'on attend sur un bâtiment du milieu du XIIIe siècle dans nos régions. Idem pour le décor ici, plus rien n'en subsistait, il a dû, entre guillemets, le pondre, l'inventer. Par contre, petit détail intéressant, vous devinez peut-être, pour ceux qui ont une bonne vue, qu'on devait avoir des crochets enroulés rampant sur le gable, un décor tout à fait classique
mais qui n'a, lui, pas été restitué au final dans la restauration 19e, mais qui, et je n'ai malheureusement pas de photo de la zone à vous montrer, mais qui, par contre, est attesté par 2 ou 3 petites découvertes archéologiques dans des endroits bien cachés du monument. Le 19e, en fait, n'a pas restitué toute la saveur du décor du XIIIe siècle, il l'a asséché un petit peu. Déjà que ce monument ne brillait pas par une surabondance de sculptures, c'est un monument qui est finalement très graphique, le cœur de la cathédrale, le peu qu'il y avait a été scalpé, entre guillemets, par la restauration du XIXe siècle. Le relevé pierre à pierre, effectué non pas sur un ordinateur en bureau d'après un nuage de points, mais effectué sur terrain devant l'objet, est un outil à la fois d'observation, puisqu'il oblige à mesurer et à observer, et un outil d'analyse finalement que je trouve très efficace. J'ai beau être encore très jeune, je crois que je suis déjà un vieux réac par rapport aux technologies modernes qui comportent des dangers épistémologiques certains, celui de nous couper de l'objet, de la source. Il faudra s'en méfier. Mais ne pas forcément les refuser complètement non plus. Pas forcément complètement. Allez, je demande une réduction. Voilà. J'ai adopté des couleurs LED, certes, mais bien tranchées, qui permettent une compréhension rapide. En bleu, vous avez le XIIIe siècle, celui qui est conservé et aisément identifiable par les traces d'outils et une finition extrêmement homogène de l'ensemble. En vert, ce que j'ai groupé dans une phase, malheureusement, 14e, 15e siècle. Je dis bien malheureusement parce qu'à l'évidence, tout ne s'est pas fait d'un coup. Ça a pris un temps certain. Le début des travaux doit être placé, disons à partir de 1340, par là. La fin des travaux dans le premier quart du XVe siècle. Donc c'est une longue période. En même temps, ce qui a été réalisé en termes de volume ne nécessitait pas qu'on travaille en continu pendant cette époque. Il y a donc eu des phases. Peut-être, par exemple, on commence par la pose de l'arc-boutant inférieur et puis on se donne le temps d'observer. Peut-être qu'on commence par le pilier. Mais tous ces éléments sont mécaniquement déconnectés entre eux. Je ne peux donc pas établir un lien stratigraphique entre eux et proposer là une chronologie relative absolument ferme. En outre, M. de Mathelin l'avait signalé, il reste fort peu de choses du contrebutement médiéval, quelques arcs-boutants inférieurs et un arc-boutant supérieur dans l'angle nord-ouest du chœur. On y reviendra. Et ces choses sont extrêmement dégradées. L'analyse des parements ne donne plus rien, l'outillage n'y est plus lisible, c'est à peine si on peut encore retracer les profils, qui sont des profils normaux pour ceux de leur époque, et qui tous d'ailleurs tendent à ne pas s'écarter des profils d'origine. La volonté de conserver l'esthétique du bâtiment, à la fois dans sa volumétrie, son concept, et à la fois dans ses détails, est manifeste dans tous ces travaux. Ça ne simplifie pas l'analyse. Donc c'est, je ne vais pas dire un aveu d'échec, mais c'est la reconnaissance d'une limite. Je ne peux pas proposer un phasage dur et précis pour les différentes phases d'intervention, sauf à dire qu'on a de toute évidence travaillé sur la partie basse et surtout sur les voûtes du bas-côté avant de reposer, je dis bien reposer, les voûtes hautes. Il est possible que la dépose des voûtes hautes ait été le premier geste. Vu l'ampleur des déformés, écartement maximal à la naissance des voûtes, donc ici 80 cm, il est tout à fait possible qu'on ait dû déposer les voûtes et peut-être même qu'on n'ait pas dû attendre un effondrement. Malheureusement, les archives sont absolument muettes. Absolument. Ce qui est étonnant pour un chantier de cette ampleur. Il y a des travaux autant modernes, mais c'est-à-dire par là 16e, 17e, 18e, mais qui sont toujours des petites interventions ponctuelles. Réfection de un arc-boutant qu'on signale renversé par une tempête, réfection de quelques tirants. Ce sont des petites choses ponctuelles qui relèvent plutôt du gros entretien permanent que d'une véritable phase de restauration. Ça ne se trouve pas sur toutes les travées et il n'y en a pas sur cette travée-ci. En jaune, le 19e siècle, une intervention très volontaire, décisive, qui consiste à complètement remplacer la partie supérieure du contrebutement, à refaire la tête de culée et, nous le verrons dans les parties tournantes, à approfondir largement, à donner de la matière vers l'extérieur aux organes de contrebutement. Par contre, dans les parties hautes, par contre, dans les parties droites, on s'est cantonné à repartir des culées du XIIIe siècle en l'état.
On a travaillé en petit granit, en grand appareil, voire très grand appareil, d'une très grande qualité, d'une régularité presque affligeante, mais en variant le calpinage d'une travée à l'autre, et en fait même d'un arc à l'autre. Donc par exemple, l'ancrage en tête de l'arc-boutant n'est jamais tout à fait le même d'un arc-boutant à l'autre. Ici, par exemple, la partie inférieure de l'arc est harpée avec ce dosseret, qui en fait ne fait pas partie de l'arc, mais il fait partie de la pile. Ici, il a été refait au 19e, mais la recharge, entre guillemets, on ne sait pas très bien comment l'appeler, elle n'est pas harpée. Sur l'arc-boutant suivant, ce sera l'inverse. Ceci sera harpé avec le mur, mais pas la partie inférieure. On n'a pu trouver aucune logique, aucun ordre à ceci. Je dois signaler que en fait, le chantier à l'époque était suivi par une sorte de surveillant des travaux. L'architecte M. Bruno Renard ayant été écarté du chantier, semble-t-il, pour raisons idéologiques, le chapitre et la fabrique d'église ayant repris la main sur le chantier, et M. Renard étant franc-maçon avéré. Il a été écarté après une année de service sur le chantier. Ensuite, il n'y a pas eu, comment vais-je dire, il n'y a pas eu de professionnel, il n'y a pas eu d'architecte pour surveiller le chantier de la restauration du chœur. Les choses ne sont revenues à la normale, entre guillemets, que pour les étapes suivantes. C'est très curieux. Ça fait que, par exemple, les archives pour cette époque sont étonnamment lacunaires. Pas d'attachement, pas de relevé, pas de métrique estimatif, pas de devis, rien. On doit donc se baser essentiellement sur l'analyse du monument lui-même, ce qui a, et bon, la chose entraîne des limites importantes. En tout cas, je reviens. En tout cas, il y a là un impact certain sur la restauration et sur le comportement du monument, mais qui est assez difficile à estimer. Il faudra, j'imagine, affiner l'étude de stabilité, mais dans des proportions vraiment importantes, puisqu'on peut, si on veut entrer dans ce genre de détails, on ne peut plus étudier une travée, il faut les étudier à peu près toutes. Ça devient, je ne sais pas non plus si ça en vaut absolument la peine. Et donc sur ce chantier, il est assez facile, sur ce monument, pardon, il est assez facile de distinguer les différentes phases en termes de construction. Elles se distinguent fort bien en termes de mise en œuvre. On a aussi évidemment étudié le chantier XIIIe siècle pour lui-même, puisqu'il est un chantier d'une très très grande qualité. Je reviens à... Je vais essayer de zoomer un peu moins. Voilà. L'appareillage notamment a été étudié aussi soigneusement que possible. Donc par exemple, c'est vraiment pas... Bon. Je dois... Voilà. L'appareillage, ce sont, pour tout le pilier ici, des tambours. Idem pour le renforcement des tambours. Quand on passe au tas de charges, là où ils ont été, on a pu les lire, ben ce sont là aussi des monolithes absolument énormes. Le tas de charges nouveau qui a été installé au XIVe siècle est beaucoup plus haut. Il ne s'arrête pas à 4 assises, mais il peut faire jusqu'à 11 assises de hauteur, et donc quasiment la moitié de la hauteur de la voûte. A été réalisé, lui, en plus petites assises. Quand on monte et qu'on passe au niveau du triforium, voici le passage du triforium qui a été bouché par une maçonnerie, disons, de moellons équarris au XIVe siècle. On arrive à une construction qui alterne, entre guillemets, des parpaings, donc des tambours, une seule pierre pour former tout le pilier, ou ici 3 pierres, et pour les parties encore supérieures, ce sera 2 pierres. Voici le tas de charge des voûtes principales, une assise à une pierre, une assise à 2 pierres. Ici, le pilier a été mangé, le pilier de soutien de l'arc-boutant sup a été mangé par le contrefort, donc il en manque un peu. Ce sont des pierres énormes, plus de 2 mètres de long. Le bloc capable est estimé à 1,5 tonnes. On ne sort pas complètement des gabarits existants pour l'époque. Il y a beaucoup plus grand à Reims, par exemple, où là, il y a une certaine générosité des maçonneries. À Amiens, on est plus léger, mais proportionnellement, parce que le bâtiment est nettement plus grand. Mais il y a là donc une volonté de jouer clairement sur la qualité de la mise en œuvre, la qualité de l'appareillage, pour compenser finalement des sections extrêmement réduites par rapport aux portées des voûtes et par rapport aux charges qui vont passer par ces maçonneries.
C'est là aussi tout à fait typique du milieu du XIIIe siècle. Ce qu'on a vu à Auxerre, Saint-Germain-d'Auxerre, pour moi, reste, ainsi que la petite église Notre-Dame de Dijon, un sommet en la matière. Mais là, ils ont pu jouer sur une pierre d'une qualité exceptionnelle, la pierre de tonnerre, qu'on n'avait pas ici à Tournai. Bon. Un détail de ces modifications. Vous avez à gauche une des voûtes non retouchées, telle que portant, c'est une voûte des bas-côtés, vue depuis donc l'intérieur du bas-côté. Ça, ce sont à gauche celles qui portent sur les 6 piliers qui n'ont pas été modifiés, et vous avez à droite la comparaison avec un angle de vue en miroir sur celles qui ont été remplacées. Vous avez ici le coup de sabre entre la partie ancienne maintenue et le nouveau tas de charge. Le tas de charge d'origine s'arrête ici, et là vous avez le premier contre-claveau. Les tas de charge de la réfection montent nettement plus haut, et ici ce n'est pas encore un des exemples les plus hauts, ils peuvent monter jusqu'à l'assise 11 ici. Vous noterez que cette partie-ci du voûtin est réalisée en très grande pierre de pierre bleue, tout simplement parce qu'elles vont assurer le transfert de charge du reste du pilier. Il y avait là, au départ, à cet endroit-là, un arc diaphragme qui était lancé au-dessus de la voûte et qui a été entièrement démonté, on y reviendra, et ils ont dû, en fait, reprendre le traditionnel porte-à-faux du pilier par ce moyen-là. Une vue de l'extérieur de ces modifications, de ces énormes arcs-boutants du XIXe siècle, qui maintenant posent tellement de soucis. Et une vue de la situation nettoyée, débarrassée de ces ajouts des XIVe et XIXe siècles, et où on reconstitue l'arc-boutant. Est-ce que je peux jouer ici aussi? Oui. On reconstitue l'arc-boutant d'origine. En fait, cet arc-boutant a été presque entièrement remplacé. On a conservé l'arc ici sur un des arcs-boutants, celui qui est appuyé contre la tour du transept nord. Mais la jonction ici est encore lisible pour peu qu'on aille creuser un petit peu, qu'on aille profiter justement de ces ouvertures en V qui se sont manifestées en tête des arcs-boutants. Là, il était possible d'aller voir là derrière. Les départs ici sont encore relativement lisibles aussi, mais surtout, les pierres composant cette arcature, qui sont en fait sont des modules répétitifs, ont été retrouvées lors des fouilles proches de la nef. Elles ont servi au bas Moyen-Âge à créer la fondation, à construire la fondation d'un bâtiment conventuel, démoli ultérieurement, fouillé à la fin des années 90. Là, on a trouvé, les fouilleurs ont trouvé ces pierres, m'ont demandé à quoi ça pouvait bien servir. J'ai pendant tout un temps essayé de remonter un fenestrage avec ça, mais ça ne fonctionnait pas. Et puis tout d'un coup, tilt, ah ben oui. Et quand on les remet en place, ça prend exactement sa place. Même la pente, en fait, est parfaite. Depuis, d'autres ont été retrouvés ailleurs, et notamment des éléments des meneaux ici. On a donc là, c'est une copie quasi conforme de celle de Saint-Germain à Auxerre. Quelque chose donc de tout à fait normal finalement pour les années 1240. On y retrouve, comme dans d'autres cathédrales, probablement, parce que quelles étaient vraiment leurs intentions, mais la volonté de ne pas avoir 2 volets d'arc-boutant, mais une seule, et au moyen de cet arc-boutant finalement très haut, mais léger, de reprendre ici la poussée de la voûte, là où on supposait qu'elle était en tout cas, et là, de conforter le haut mur, qui lui reprend les efforts au vent sur la charpente, sur la couverture. L'ensemble s'est avéré trop léger et il a dû être évidemment démonté et remplacé par la maçonnerie qu'on connaît actuellement. Il semblerait par contre que par rapport aux réfections médiévales, le 19e a eu la main un peu lourde et est encore épaissi les calibres de maçonnerie par rapport à ce qu'ils ont trouvé. Tout ce travail de légèreté avait un but, c'était celui d'arriver à une architecture la plus désencombrée possible, la plus aérienne possible. Voilà une vue du déambulatoire que je ne pourrais pas prendre en l'état actuel du monument. Ceux qui l'ont visité ce matin comprendront pourquoi j'ai été recherché dans les archives. Mais vous avez ici le déploiement des fenêtres du déambulatoire, ce magnifique effet de lux continua, pour paraphraser Suger, où
comme on le dit parfois plus prosaïquement, c'était fait de paravents japonais. Toutes les maçonneries nécessaires à la descente de charge et au contrebutement ont été escamotées par rapport à l'intérieur. C'est d'une légèreté, c'est admirable. Vous voyez aussi la légèreté de ces piliers. J'espère que nous trouverons une hypothèse de travail qui nous permettra d'éviter de les renforcer. J'espère vraiment. Et voici ce que devait être la composition extérieure, en tout cas en partie, puisque la chapelle d'Axe, au XIXe siècle, a été remontée suivant les modules du XIIIe siècle, c'est-à-dire pas de contrefort saillant. Le dessin est basé sur un soubassement très puissant, un glacis étonnamment haut pour les fenêtres, et c'est dans ce glacis que naissent les piliers, disons, parce que ce ne sont pas vraiment des contreforts, qui portent les voûtes des chapelles. Le mur qui empâte les gables ici, vous devez en faire abstraction. Il ne montait que jusqu'à cette hauteur-ci. C'était donc une composition très dynamique, fondée sur une horizontale très forte, très puissante, qui a été coupée par des contreforts approfondis au XIXe siècle, ici, et surtout par des culées dont on a terriblement augmenté l'empattement au XIXe siècle. Je sais bien que c'est bénéfique en termes de stabilité, par contre, en termes de composition architecturale, moins. Je n'en suis pas à souhaiter qu'on les rabote et qu'on revienne à la composition d'origine. De même, imaginez là au-dessus, à la place de ces véritables murs volants, la gracilité et la légèreté des arcs-boutants ajourés d'origine, ça devait être superbe. Je vous remercie.